Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. À Paris, une réunion de haut niveau doit se tenir dans les prochains jours à laquelle participent le commandant en chef de l'armée libanaise et des responsables américains. Objectif, accélérer le désarmement du Hezbollah et éviter une nouvelle guerre au Liban alors que les frappes israéliennes se multiplient et que le cessez-le-feu reste fragile. Selon plusieurs sources concordantes, le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haïkal, est attendu à Paris mercredi pour une rencontre de haut niveau à l'Élysée. L'émissaire américaine pour le Proche-Orient, Morgan Ortagus, pourrait également y participer. Washington travaille en étroite coordination avec Paris pour presser Beyrouth d'accélérer le processus de désarmement du Hezbollah. L'objectif de Paris et Washington est clair, éviter, selon les mots du président libanais, Joseph Aoun, le spectre d'une deuxième guerre contre Israël. La France, elle, souhaite par ailleurs accroître son soutien aux forces armées libanaises, pilier essentiel de la stabilité interne. Un programme de formation en ligne visant à ouvrir une phase de coopération entre les secteurs publics et privés a été lancé par la Fondation Maharat en collaboration avec ONU Femmes et Télé Liban et avec le soutien de l'ambassade britannique à Beyrouth. À Jounieh cette fois, la magie de Noël reprend vie dans l'espace public. L'illumination du grand sapin ne marque pas seulement l'ouverture des festivités. Elle symbolise le retour d'un esprit d'unité, de joie et d'espérance dans une ville qui veut renouer avec ses traditions. Reportage Joël Sfer. À Jounieh, la magie de Noël a retrouvé tout son éclat. Sous le regard émerveillé de centaines de personnes, le grand sapin dressé devant la municipalité s'illumine. Un instant suspendu, attendu depuis longtemps, qui ravive une ambiance festive et chaleureuse dans la ville. Pensé comme un symbole d'unité, l'arbre met à l'honneur la communion des églises. 11 paroisses de Jounieh y sont représentées, rassemblées autour d'un même message, celui de la paix, incarné par l'étoile de l'ange qui surmonte le sapin. Et je vis à Jounieh, donc Jounieh qu'on assimilait à la perle, donc aujourd'hui elle a rayonné de 1000 feux. C'est la promesse tenue par le conseil municipal, bien sûr, il y a quelques mois. Ce sont tous les efforts qu'ils ont déployés tous ensemble pour faire de cette soirée une soirée vraiment mémorable, avec le sapin de Noël qui est très symbolique, qui représente les 11 paroisses de Jounieh, avec toutes les lumières. Donc on sent que c'est la vie qui revient à notre cher Jounieh. Mais l'illumination n'est que le début. Sous le thème Jounieh fête Noël, un programme riche et gratuit se déploiera pendant 14 jours, du 14 au 28 décembre, avec des spectacles, des animations et des activités destinées aux familles, aux enfants et aux visiteurs. Ici là, très joli, la première fois à Jounieh, on voit cet éclairage partout, les gens sont très contents, c'est la fête de Noël, les gens tous ensemble, c'est la paix, c'est la joie. On est vraiment content d'être ici avec tout le monde. Cette initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre la municipalité et les festivals internationaux de Jounieh. Dans un pays traversé par les crises, la ville affiche clairement sa volonté, redonner de la lumière, de la joie et un sentiment de rassemblement. Une ambition assumée, faire de Jounieh la capitale de Noël au Liban, un lieu où l'on vient célébrer, se retrouver et retrouver l'espoir. En Cisjordanie, les carrières de la mythique pierre de Jérusalem continuent d'extraire l'une des matériaux les plus emblématiques du Proche-Orient. Mais derrière l'éclat de cet or blanc, un secteur essentiel à l'économie palestinienne lutte pour survivre. Crise financière, restrictions israéliennes, chute des exportations et menaces d'annexion pèsent lourdement sur une industrie déjà fragilisée.
C'est l'un des symboles architecturaux les plus connus du monde, la pierre de Jérusalem. Extraite en Cisjordanie, elle habille des quartiers entiers en Israël comme à l'international. Mais aujourd'hui, l'or blanc palestinien traverse une crise profonde, entre tensions politiques, effondrement économique et pression sur le terrain. À perte de vue, un paysage crayeux, presque lunaire. Dans les carrières de Beth Fajjar, près d'Hébron, les machines rongent la roche sans relâche. Ici, la pierre de Jérusalem n'est pas seulement un matériau, c'est le pilier économique de la région. Faraj El-Atrash, exploitant de carrière, confirme. C'est notre source de revenus principale, mais aujourd'hui, tout est menacé. L'occupation, nos combats aussi sur le plan économique. Les menaces viennent de partout. Confiscation de machines, restriction de circulation, expansion des colonies israéliennes qui ont connu une croissance record en 2025. Et la zone des carrières se trouve en grande partie en zone C, sous le contrôle israélien total. Pour les exploitants, l'incertitude est permanente. Le secteur emploie près de 20 000 personnes et présente un quart du revenu industriel palestinien. Mais depuis le 7 octobre 2023, les exportations vers Israël, qui absorbent habituellement 65% de la production, se sont effondrées. Ibrahim Jaladat, exploitant, raconte « Après le 7 octobre, nos débouchés sont fermés. Et avec la crise économique, les coûts explosent. La crise financière de l'autorité palestinienne accentue les difficultés. Faute de salaire, des fonctionnaires se reconvertissent en journaliers dans les carrières. Sans équipement adapté, ils travaillent dans les nuages de poussière, les yeux irrités, la gorge serrée. Un ouvrier se plaint. On souffre du dos, des yeux, de la poussière, mais on n'a pas d'autre travail. Autre front d'inquiétude, la chute de la demande. Dans un contexte d'instabilité et de peur, on construit moins. Les pays arabes, eux, n'importent pas suffisamment pour compenser les pertes. Leith Derriye, tailleur de pierre, déclare « On appelle ça l'or blanc, mais aujourd'hui, c'est devenu l'or gris. Les gens n'ont plus d'argent. » Entre pression politique, crise économique et effondrement du marché, la pierre de Jérusalem reste un trésor, mais un trésor fragilisé. Pour les exploitants palestiniens, l'avenir du secteur dépendra autant de l'évolution du conflit que du redressement économique de la Cisjordanie. À Téhéran, de plus en plus de femmes enfourchent moto et scooter malgré les restrictions qui persistent. Sans permis officiel, souvent surveillées, parfois critiquées, elles prennent pourtant d'assaut les rues de la capitale, un phénomène nouveau qui témoigne d'une évolution des mentalités et d'une quête de liberté. En Iran, la moto s'impose peu à peu comme un espace de liberté pour des milliers de femmes. Malgré l'absence de permis délivrés par les autorités et des règles vestimentaires strictes, elles sont de plus en plus nombreuses à rouler dans les rues de Téhéran. Un changement discret mais significatif. Dans les avenues encombrées de Téhéran, un phénomène attire de plus en plus le regard. Des femmes au guidon de scooters et de motos de fortes cylindrées, casques brillants, silhouettes parfois dissimulées sous de longues vestes, ces conductrices défient les habitudes et parfois la loi. Mariam est monitrice. Elle indique que les mentalités ont changé. Avant, voir une femme sur une moto, c'était presque inimaginable. Maintenant, elles viennent apprendre, se former et même faire de la compétition. Il y a 15 ans, Mariam apprenait à conduire la nuit, incognito dans les rues désertes. Aujourd'hui, elle est monitrice certifiée et forme plusieurs dizaines de femmes. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter malgré les restrictions, car les règles restent strictes. Pendant longtemps, les motards devaient porter de longues combinaisons par-dessus leurs équipements de sécurité. Le hijab est obligatoire, même en roulant. Aucun permis moto n'est délivré aux femmes, alors que la loi ne l'interdit pas. Niloufar est une élève. Elle dit « Sans permis, même si je conduis bien, je serai jugée responsable en cas d'accident. Cela m'inquiète beaucoup. » La police, elle, envoie des signaux contradictoires. Officiellement, aucune interdiction. Dans les faits, des contrôles existent, et certaines motardes craignent l'humiliation ou la confiscation de leur véhicule. Mona raconte « Une fois, la police a essayé de m'arrêter. J'ai eu trop peur. Nous ne savons jamais comment ils peuvent réagir. » Ce mouvement s'inscrit dans un climat de revendication croissante depuis la mort de Mahsa Amini en 2022. Les Iraniennes défient de plus en plus les limites imposées par la République islamique. La moto devient alors un symbole, celui d'une liberté conquise, virage après virage. Un phénomène encore fragile mais révélateur d'un profond besoin d'émancipation. En Iran, la route reste semée d'obstacles. Mais pour ces motardes, une nouvelle voie s'ouvre, portée par le bruit des moteurs et une détermination grandissante.
En Australie, l'enquête sur l'attentat qui a endeuillé la plage de Bondi progresse. Les autorités évoquent désormais une radicalisation inspirée par l'organisation État islamique, renforcée par la découverte d'explosifs, de drapeaux djihadistes et d'un voyage récent assaillant aux Philippines, dans une région où subsistent des groupes affiliés à l'État islamique. L'Australie tente de comprendre comment un père et son fils ont pu transformer la plage mythique de Bondi en scène de terreur. 15 morts, 42 blessés et désormais un faisceau d'indices qui pointent vers l'idéologie de l'État islamique. Les enquêteurs explorent aussi un voyage récent des deux assaillants aux Philippines. Bondi, d'ordinaire baigné de soleil et de touristes, reste sous le choc. Dimanche soir, Sajid et Navid Akram ont ouvert le feu à plus de 40 reprises sur une foule venue célébrer Hanouka. Une attaque aux motivations désormais plus claires. Le Premier ministre australien Anthony Albanese confirme la piste djihadiste. Il semblerait que cela ait été motivé par l'idéologie de l'État islamique. Les deux assaillants montrent des signes de radicalisation, dit-il. Dans le véhicule des Akram stationné près de la plage, 2 drapeaux de l'État islamique, plusieurs engins explosifs improvisés, des éléments qui renforcent la thèse d'une attaque préméditée longuement préparée. Autre piste majeure, un voyage de près d'1 mois aux Philippines entre le 1er et le 28 novembre. Le bureau philippin de l'immigration confirme leur présence dans la région de Davao, sur l'île de Mindanao, une zone où subsistent des groupes armés ayant prêté allégeance à l'État islamique malgré les accords de paix. L'enquête révèle aussi que le plus jeune assaillant, Navid Akram, avait déjà attiré l'attention des renseignements australiens en 2019. Il était alors en contact avec 2 individus, ultérieurement condamnés pour terrorisme. À l'époque, il n'avait pas été jugé comme une menace immédiate. Parmi les survivants, un homme érigé en héros, Ahmad El-Ahmad, qui a réussi à désarmer l'un des tireurs. Anthony Albanese déclare « Il incarne ce que notre pays a de meilleur ». Confiné à son lit d'hôpital, il remercie sobrement en arabe ceux qui lui envoient leur soutien. L'attentat relance un débat majeur, la radicalisation et les lois sur les armes à feu. Les autorités pourraient durcir encore la réglementation alors que le père possédait légalement 6 armes. De retour sur l'actuel local, un programme de formation en ligne visant à ouvrir une nouvelle phase de coopération entre les secteurs publics et privés a été lancé par la fondation Maharat en collaboration avec ONU Femmes et Télé Liban et avec le soutien de l'ambassade britannique à Beyrouth. Le lancement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Liban, Hamish Kowel, du ministre de l'Information Paul Morkos, de la directrice générale de Télé Liban Elissa Al-Nadaf, la représentante de l'ONU Femmes au Liban Jilan El-Masri, ainsi que la directrice exécutive de la fondation Maharat, Ghulam Khayel. Ce programme a pour objectif de renforcer le rôle de Télé Liban en tant que média public inclusif, pluraliste et respectueux de l'égalité des genres. Il marque également le lancement de la 2e phase des formations destinées aux journalistes de Télé Liban, visant à promouvoir l'égalité entre les sexes dans les médias et à ancrer les principes de justice et de représentation équilibrée. L'ambassadeur, nous avons décidé de supporter Télé Liban et ses activités. Nous travaillons déjà avec la fondation Maharat et UN Femmes afin de promouvoir l'égalité entre les sexes. Aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer ce projet avec Télé Liban. Ce projet intervient à un moment crucial à l'approche des prochaines échéances électorales et s'inscrit dans la responsabilité nationale du service public de l'information afin de renforcer le professionnalisme, l'équilibre et l'équité dans la couverture médiatique. Au cœur des dunes de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, un rassemblement improbable attire chaque week-end des centaines de passionnés d'automobiles. Dans un pays ravagé par la pauvreté, les restrictions sociales et l'absence de loisirs, ces courses de 4x4 dans le désert sont devenues l'un des rares espaces de liberté pour une jeunesse en quête d'évasion. Au milieu des dunes de Kandahar, un rendez-vous étonnant attire chaque semaine des foules de passionnés de conduite extrême. Dans ce bastion historique des talibans, les adeptes du 4x4 transforment le désert en terrain de jeu.
offrant un rare moment de distraction à une population en quête de répit. Un rugissement de moteur et des silhouettes qui s'élancent à l'assaut des dunes ocre. Chaque vendredi, un jour de week-end en Afghanistan, des dizaines de véhicules tout-terrain se retrouvent à Ibrahim Khalifa Baba, à une quarantaine de kilomètres de Kandahar. Un spectacle fascinant pour de nombreux jeunes, comme Abdelhader, 23 ans. Le désert, c'est la moitié de la beauté de Kandahar, confie-t-il, assis près d'un feu de bois. Seuls les gros 4x4 surpuissants parviennent à gravir les pentes sablonneuses. Les pilotes accélèrent, dérapent, s'enlisent, puis tentent à nouveau la montée. Une danse mécanique qui captive les spectateurs tous masculins. Les femmes ne sont pas autorisées. Mohamed Rahim, 25 ans, partenaire d'un concessionnaire automobile, participe depuis 4 ans. Nous avons acquis de l'expérience. Ici, personne n'a peur. Les voitures frôlent les spectateurs qui filment avec leur téléphone malgré les nuages de sable. Des accidents surviennent parfois, mais la règle locale est claire. Aucune demande de compensation. Selon les participants, aucun blessé grave n'a été recensé. Un loisir, pourtant réservé à une élite. Les véhicules coûtent entre 8 000 et 80 000 $, une somme colossale dans un pays où près de la moitié de la population aurait besoin d'aide humanitaire en 2026 selon l'ONU. Pour Haji Abdessamih, habitué du rassemblement, cette passion dépasse cependant les classes sociales. Les jeunes de Kandahar emmènent aussi des gens pauvres pour leur faire profiter du spectacle. Au coucher du soleil, la fête change de rythme, la lune orange se lève sur le désert, et des feux d'artifice illuminent les dunes autour des véhicules. Dans un Afghanistan où la musique, le cinéma et bien d'autres formes de divertissement ont été bannis depuis 2021, ces rassemblements automobiles deviennent l'un des rares espaces de liberté, un souffle d'adrénaline au milieu d'un quotidien éprouvant. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.